Les connaissances des autres mènent à la sagesse. L'imbut personnel mène à la mort. Ça, c'est la sagesse chinoise. Nous évoquons cette pensée simplement pour nous, une façon d'interpeller généralement ceux-là qui ont une portion de pouvoir. Leur comportement qu'ils affichent, apparemment, ils se croient tout maîtriser. Malheureusement, cela s'est fait au détriment de la population, de la grande société. Qu'est-ce qu'il faut? Nous pensons qu'il faut écouter aussi les conseils. Il faut aussi écouter ce que les autres disent. Ceux qui disent parfois de bonnes choses. Mais une fois les capitaliser, vous serez alors un bon homme pour la société. Nous échangeons ce soir sur quelques questions parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit. Nous allons réfléchir. Nous allons partir de notre société. Nous allons parler évidemment des autres pays africains et pourquoi pas parler du monde à travers nos réflexions parce que nous avons toujours dit le Congo ne vit pas en autarcie, c'est toujours en relation avec les autres. Les pensées congolaises doivent bien entendu influencer aussi les autres pays, entre autres l'Afrique et l'Europe et le monde entier par après. Ce soir, nous recevons pour vous Norbert Yamba. Sûrement, à travers ce plateau, il a créé une identité. L'ancien conseiller économique et financier de Etienne Tshisekedi, secrétaire général du FCR, il a participé aux négociations de Ibiza dans le compte de l'UDPS, acteur majeur de la société civile, consultant international au développement, mais actuellement et présentement, il est le président d'un mouvement citoyen, d'un parti politique dénommé Nouvelle Vision Panafricaine. Et voilà, c'est avec lui que nous aurons alors analysé cette question essentielle en rapport avec non seulement le développement du Congo, le développement de l'Afrique, le développement du monde, mais cela part par la fabrication d'un homme qui sera à mesure de comprendre le reste. Bonsoir Norbert Yamba. Bonsoir Pascal pour l'invitation. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois avec vous. Vous avez suivi la présentation, là, beaucoup d'étapes, vous êtes parti de l'UDPS, société civile. Bon, je ne parlais pas de vos qualités intellectuelles, là, je ne peux même pas engager un débat. Vous avez été secrétaire général d'un parti politique, FCR. Je ne sais pas si aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé de quitter le parti pour créer les vôtres et aussi vos relations avec l'ancien président de ce parti qui est le député national Bertrand Ewanga. Merci. Je n'ai vraiment pas répondre sur des questions qui sont liées à des individus, mais il faut reconnaître que Jean-Bertrand Ewanga, qui est le président du Front citoyen pour la République, est un frère à moi. Nous avons passé ensemble plus d'une trentaine d'années de vie d'ensemble. De relations de famille. Mais dans le cadre du parti, vous n'avez fait que quelques mois ensemble. Hein? Oui, c'est vrai. Je vous fais comprendre que c'est un aîné, c'est un grand frère à moi. Ses enfants m'appellent papa, mes enfants l'appellent papa, mon épouse l'appelle papa, son épouse m'appelle Yaya. Et donc, je ne voudrais vraiment pas qu'on parle de ces questions à la télévision. Encore que je suis parti simplement parce qu'effectivement, j'avais un job que je devrais exercer qui était incompatible avec les activités politiques et c'est en bonne et due forme que j'ai demandé de me retirer de mon poste de secrétaire général pour m'occuper véritablement de cette activité-là. Donc il faudrait que les spéculations s'arrêtent parce qu'on investit plusieurs années les relations et c'est difficile de les démolir en un jour. Et il faut savoir les capitaliser, encore que jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble en termes de relations, de famille. Quand j'ai un problème, il vient me voir. Quand lui a un problème, moi je viens le voir. Il faut qu'à un moment donné que nous soyons en mesure de gérer nos émotions. Il ne faudrait pas créer un climat d'animosité ou de contradiction parfois nuisible. Vous aviez dit, vous aviez d'autres fonctions incompatibles à ce que vous étiez en train de faire dans le cadre du parti politique. Vous êtes parti et un matin, Bertrand Ewanga apprend simplement que Norbert Yamba a créé un mouvement citoyen en termes de parti politique et il est le président, il ne fait plus partie du FCR. Mais ça surprend. J'ai mis en place un mouvement qui relève véritablement
d'une étude approfondie pendant des années. Je vous ai dit que j'ai pris un congé sabbatique de 6 mois et j'ai réfléchi sur l'avenir de notre pays. J'ai regardé comment nous avons connu 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée et avec les 20 ans d'un flou artistique. Je me suis finalement rendu compte que les partis politiques n'ont pas donné œuvre utile à notre pays. Et que lorsque je regarde ce qui se passe en Occident, ceux qui ont généré les partis politiques, j'ai comme l'impression que cette forme d'organisation est essoufflée. Cette forme d'organisation est démodée et dépassée. Parce que vous avez vu, hein, quand Macron est arrivé au pouvoir, il était gauche ni droite. Le politiquement correct est remplacé par le politiquement incorrect. Il faut que tous les chercheurs, les penseurs, cherchent de nouvelles formes d'organisation qui peuvent véritablement booster notre continent. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut plutôt, au lieu d'avoir un parti politique, essentiellement un parti politique, encore que les partis politiques aujourd'hui n'ont pas du génie pour changer la République, il faut avoir un cadre où l'on retrouve les politiques, on retrouve les acteurs sociaux, notamment les acteurs de la société civile. Ensemble, on réfléchit sur des questions questionnantes qui permettent à notre pays d'avancer. La réflexion, je comprends parce que vous êtes parti de l'exemple de l'extérieur, vous avez compris comment les autres le font. Est-ce que c'était pendant que vous étiez encore secrétaire général du FCR ou c'est pendant que vous êtes parti et vous avez compris ce qu'il lui fallait et vous êtes dit, je crée notre mouvement pour que je fasse comme les autres éléphants pour faire avancer les choses dans mon pays. Vous savez que je suis un consultant international. J'ai écrit pas moins de 5 livres autour de la problématique de la structuration des partis politiques. Et par rapport à cette qualité, j'ai fait 43 pays africains, sans compter les pays occidentaux et asiatiques, essentiellement pour accompagner les partis politiques à la structuration et à la performance. À l'analyse de la vie d'un certain nombre de partis politiques, surtout en Afrique subsaharienne, j'ai réalisé finalement qu'il était quand même nécessaire de bondir un peu pour laisser la vision initiale qui consiste à avoir un parti politique où les gens en font des boutiques pour accident des responsabilités. Il faut donc avoir des partis politiques qui rassemblent les citoyens de la République, que ce soit un politique, que ce soit un acteur social, mais qui réfléchit autour des réponses qui peuvent booster la République. Et donc, c'est de cette expérience. J'ai travaillé avec beaucoup de partis politiques, que ce soit de la mouvance politique, mouvance présidentielle, que ce soit de l'opposition. J'ai fait des études par rapport à ça. J'ai formé ces partis politiques autour des questions questionnelles de la République. Et je me suis rendu compte qu'il y a moyen de faire autrement les choses. Autrement les choses, est-ce que c'est pas un peu compliqué en termes d'idéologie à mettre en place? Vous aurez des acteurs politiques, vous aurez les non-politiques ensemble. Maintenant, vous pondez l'idée, la vision et tout le monde derrière cette vision pour atteindre un objectif. Est-ce que ce n'est pas le fourre-tout Mais il faut former les gens. Maintenant, il faut former les gens. Il faut former parce qu'il n'y a pas de vision. Vous connaissez un parti politique qui a une vision ici? Vous connaissez un parti politique qui a présenté son offre politique? Vous connaissez vraiment un parti politique qui a donné la météo, qui a donné la photo, le GPS, et qui dit, voilà, en ayant 30 ans, ce que nous entendons faire. Aujourd'hui, nous avons 80 millions d'habitants. En 2035, on sera à 160 millions. En 2050, nous serons au-delà de 200 millions. Si nous prenons 2100, on sera à 400 millions. Est-ce que vous voyez un parti politique au travers les leaders qui ont vengé dans les temps et qui reviennent et qui nous disent, en ayant 12 ans, parce qu'en 2035, on sera le double de ce que nous avons comme population aujourd'hui. Voilà ce que je vais donner l'eau. Voilà comment nous allons donner l'électricité. Voilà comment nous allons arranger les routes. Voilà comment nous allons organiser l'alimentation, etc. Il me semble que ce débat est en dehors véritablement des rouages politiques. Il faut restaurer une autre manière de faire les choses. C'est anormal que tout le monde est constitutionnaliste, tout le monde est politique. Oui. On ne parle que de la CNI, on ne parle que des élections. On ne parle. Or, les élections exigent naturellement qu'on connaisse ce que les autres doivent faire. Et donc, on va commencer à élire des hommes et des femmes simplement parce qu'ils sont beaux, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils sont capables de distribuer les t-shirts, etc. Il faut que ça s'arrête. 50 ans d'indépendance, c'est beaucoup
il faut que les chercheurs, les penseurs, Merci. les politico-scientifiques se mettent au travail pour donner des voies de sortie. J'étais en train de réfléchir lorsque je vois Nouvelle Vision panafricaine. Le panafricanisme aujourd'hui, Norbert Yamba, je vous appelle en même temps panafricaniste. Est-ce que ce n'est pas révolu à ce jour, après beaucoup d'années, après les indépendances, beaucoup d'années après, aujourd'hui, revenir sur ce concept, ce n'est pas révolu. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle vision panafricaine. Nous ne parlons pas de panafricanisme, la nouvelle vision. Il y a un problème de contenu de ce que nous entendons par le panafricanisme. Mais j'imagine que vous mettez d'abord l'homme au centre. L'homme au centre, en amont comme en aval, les bénéficiaires potentiels. Quel type d'homme? C'est un homme responsable, un homme qui a la conscience politique et nécessaire pour booster son pays, lutter contre les injustices, résister contre la corruption, mais être un acteur de développement au travers de la production des richesses. Vous allez le retrouver où, cet homme? Mais écoutez, mais c'est justement pourquoi on fait ces éléments. Mais justement, je vous rétorque la question parce que vous êtes dans une société. Et en philosophie, on parle de l'altérité. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu, vous avez trouvé cette société. Oui. Et toujours avec les autres. Et ces autres-là, est-ce qu'il y a une spécificité ou à travers votre vision, il y a une possibilité de recréer cet homme pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire? Mais il y a une possibilité. Vous savez comment le panafricanisme a commencé. Vous savez, les déportés, les nègres, les esclaves qui sont allés à la fois dans les Caraïbes, à la fois aux Amériques, etc. Et il fallait à un moment donné que certaines personnes prennent conscience et inoculent l'esprit auprès des autres. Notamment en Haïti, c'était Toussaint de l'Ouverture. Voilà, il a compris les choses, il a appelé les autres, ils ont commencé à discuter, il donnait les enseignements et ça inoculait les esprits jusqu'à ce que les choses se sont généralisées. De plus tangible, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Nous sommes déjà pour parler avec certains de nos collègues qui sont parsemés en Afrique, parce que j'ai eu à faire 43 pays africains et à chaque pays, j'ai construit des relations. On a échangé sur la nécessité de voir l'Afrique fonctionner autrement, parce qu'il est anormal que de tous les continents du monde, que l'Afrique soit essentiellement problématique par excellence. Il faudrait chercher de nouvelles formules, de nouvelles alternatives, etc. Et donc, nous entendons créer des différentes sections à travers les différents pays parsemés en Afrique. Et ici sur place, nous aurons un comité qui va véritablement piloter sous ma direction, parce que c'est une question de vision. Il faudrait inoculer d'abord la vision, etc. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est qu'il faut, la finalité de finalité, c'est de créer les États-Unis d'Afrique. Parce que, croyez-moi, ce qui s'est passé à Berlin, c'est un des hommes qui se sont réunis pour diviser l'Afrique sur base d'une carte très mal dessinée. Ils n'ont jamais été en Afrique et ils ont pris une carte qu'on a très mal dessinée et ils ont commencé à nous saucissonner. Et donc, aujourd'hui, nous avons des petits pays, mais les Africains n'avancent pas. Or, en réalité, l'Afrique est un seul continent. Lorsque vous prenez, par exemple, la Chine a aujourd'hui 1,4 milliard de personnes. Mais la Chine a 9,6 millions de kilomètres carrés. Lorsque vous prenez les États-Unis, ils sont à 350 millions d'habitants, mais ils ont une superficie de 9,8 millions de kilomètres carrés. Au débat de la conférence de Berlin. Je m'excuse beaucoup. Et l'Afrique, lorsque vous prenez la totalité de l'Afrique, nous avons 30 millions de kilomètres carrés. Et donc, si nous avons la Chine qui a 1,4 milliard qui constitue véritablement un pays, et l'Afrique qui a 30 millions, mais avec 1,5 milliard, 1,2 milliard de personnes, et je crois que l'Afrique peut pouvoir devenir une puissance. Regardez, aujourd'hui, le Congo-Kinshasa, sur une même nappe, dispose du pétrole brut avec l'Ouganda, à l'est de la République. L'Ouganda est en train d'exploiter le pétrole. Le Congo n'exploite pas. Il semble que notre entité est considérée comme un patrimoine. Or, on aurait, si nous étions un seul continent, un seul président, avec des États fédérés, construire ce qu'on peut appeler des projets intégrateurs qui nous permettent véritablement d'exploiter ce pétrole et qui auraient une répercussion en termes de péréquation qu'il faut mettre au niveau, n'est-ce pas, national en tant qu'État fédéral. Regardez, nous sommes avec la Zambie. Le cuivre aujourd'hui est très prisé. Le Congo a du cuivre, la Zambie a du cuivre. Et le Congo a du cobalt, la Zambie a du cobalt. Mais nous sommes des pays voisins. Et nous avons des usines différentes
en termes de production. Pourquoi on ne mettrait pas, une seule usine? Si on était véritablement un seul pays, à ce moment-là, on a des dividendes, et ces dividendes peuvent se répercuter sur l'Afrique. Et regardez aujourd'hui l'Algérie. L'Algérie a des fonds de réserve de l'ordre de 180 milliards de dollars. Et nous nous battons pour aller vers tel pays occidental pour demander 10 millions, 3 millions, 5 millions, etc. Et donc, il y a beaucoup de pays africains qui sont suffisamment avancés. Et donc, si on était un État, on devrait mutualiser nos efforts, on devrait, n'est-ce pas, créer des richesses qui permettraient une sorte de répartition. Si on était un État, en d'autres termes, nous ne sommes pas un État, c'est ça? Nous ne sommes pas un État. C'est pourquoi nous prenons, nous, les panafricanistes. Pourquoi nous ne sommes pas un État? Nous ne sommes pas un État parce que les gens nous ont saucissonnés. Nous avons été divisés à la conférence de Berlin. Or, avant, avec l'Égypte antique, qui était noire, nous étions un État. En d'autres termes, vous souhaitez qu'on revienne sur ce débat de la conférence de Berlin, c'est ça? Non, je ne parle pas de Parce que là, c'est dangereux. Il y a les autres, je prends ici les Rwandais, à un moment, ils évoquaient les faiblesses de la conférence de Berlin, comme quoi, en vertu de quoi, la République démocratique du Congo devrait bénéficier d'une grande étendue, et pourquoi pas le Rwanda. Par conséquent, il faudrait qu'on revienne pour redébattre sur les frontières. Alors, quand on évoque cette question, Robert Yamba, est-ce qu'on ne risquerait pas maintenant d'éveiller certaines consciences malignes? Lorsqu'on est dans une crise profonde, lorsqu'on est en situation de détresse, il faudrait que les pensées libérées puissent véritablement faire valoir leurs idées. C'est très important. Je sais que le Rwanda n'est pas un enfant de cœur. Le Rwanda a fait ce qu'il fait, a fait ce qu'il a fait, et continue à faire ce qu'il fait contre le Congo. Et si nous étions un État, le Rwanda ne ferait pas ça, parce que ça serait un État fédéral, un État fédéré, le Congo est un État fédéré. Et regardez, aujourd'hui, le Rwanda est en train de desservir l'électricité propre au travers de l'exploitation de gaz méthane dans les lacs Kivu. Et nous avons une forte densité, n'est-ce pas, du gaz méthane. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais exploitent, nous n'exploitons pas. Alors si on était un État fédéral, on mettrait en place, n'est-ce pas, un investissement pour exploiter les gaz méthane dans les lacs et on desservirait véritablement l'électricité. La difficulté pour le Congo, ce n'est pas la multiplicité des cultures, parce que je m'en souviens, à un certain moment, on disait, bon, là, en RDC, il n'y a pas un peuple, parce qu'ils ont des peuples, du fait que nous avons plusieurs cultures, et ce qui bloque peut-être la bonne conception, la bonne vision, comme vous l'avez dit, pour qu'on atteigne certains objectifs. Non, aujourd'hui, comparativement à aujourd'hui, même quand vous êtes en Europe, il y a une culture suisse, il y a une culture belge, il y a une culture française. Et donc, en RDC, non, mais on construit un État, on construit une nation au travers de cette diversité de cultures. Voilà, c'est très important. Et on construit. Mais alors, pour construire, il faut avoir des hommes et des femmes qui ont une vision large, qui ont une capacité transformationnelle de la République et qui savent où est-ce qu'on va. Je vous ai dit qu'en 2050, nous aurons 200 millions d'habitants. Comment on peut arriver à résoudre les problèmes? Et pourtant, en 2100, l'Afrique aura 2,4 milliards. Une personne sur 3 sera africaine. Comment va-t-on? Vous parvenez à calculer comment, Norbert Yamba? Parce que maintenant, ce là, sont des calculs. On n'a même pas l'effectif des Congolais. Mais non. Mais ce sont des projections. Ce sont des projections qui sont faites par des personnes spécialisées comme Jean-Christophe Victor. Quand vous entrez sur le net, vous voyez les dessous des cartes. C'est un Français, mais qui a une très grande capacité universitaire, mais qui a travaillé pendant des années, qui a s'est promené à travers le monde et qui continue à le faire. Malheureusement, je viens d'apprendre qu'il n'est plus encore à vérifier, parce que j'ai vu un hommage à Jean-Christophe Victor. Je ne sais pas s'il est vivant ou il ne l'est pas, mais en tout cas, jusqu'en 2017, il était opérationnel et il a donné véritablement ces chiffres. Et donc, il y a des calculs allométriques qui sont faits en fonction des États, en fonction de certains indicateurs qui permettent de faire des conclusions concluantes. Donc, il est très clair qu'en 2100, nous serons 2,4 milliards, une personne sur 3. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'avec l'Occident, donc ils auront une population vieille, parce que vous savez, l'espérance de vie aujourd'hui, c'est 90 ans, 85 à 90 ans. Chez nous, c'est vrai, c'est 50 ans. Mais nous aurons au moins 60% des jeunes qui auront moins de 14 ans et auront plus de 60%
des vieux qui auront plus de 70 ans. C'est que très clairement, l'Occident aura un morceau dur pour assurer la sécurité sociale véritablement de tous ces vieillards-là. Et nous aurons une jeunesse pour travailler, une jeunesse très active, maintenant aux très Africains, active, etc. Et donc, les Africains ont intérêt aujourd'hui, au regard de ce que j'ai défini, en disant que maintenant, nous avons 30 millions de kilomètres carrés, nous avons 1,2 milliard de personnes. Si nous pouvons véritablement être un État continental, nous avons de l'espace, nous avons la capacité de mutualiser nos efforts et nous sommes capables de booster. Je vous ai également dit que l'Afrique aujourd'hui prend la première position sur 14 minéraux stratégiques. Aujourd'hui, on a besoin du coltan. Vous savez que même le Congo, c'est 60%. Aujourd'hui, on a besoin... Non, c'est 80% en termes de réserves mondiales. Le cobalt, nous avons 60% en termes de réserves mondiales. Le diamant, l'Afrique, c'est 50%. Le Congo, c'est 70%. Alors, en d'autres termes, toutes ces richesses-là, si nous voulons véritablement les exploiter sans qu'on soit saucissonné par l'impérialisme, il va falloir que nous soyons un État et nous sommes capables de négocier avec qui n'importe qui. Regardez, comment pouvez-vous imaginer? Nous avons les cobalt. Et quand vous regardez le budget de la République, vous n'avez même pas 1% de ce qui représente les revenus du cobalt. Entre-temps, il y a des multinationales qui exploitent ce coltan. Je parlais de coltan, bien entendu. Et alors maintenant, aujourd'hui, pour fabriquer les pistes des smartphones, des portables, il faut passer par le Congo. Qu'est-ce qui nous empêcherait de pouvoir dire non, n'est-ce pas, à toute multinationale s'ils ne veulent pas exploiter, c'est-à-dire extraire le minerai, les transformer ici, les commercialiser ici, pour qu'à différents niveaux d'atterrissage, la production, n'est-ce pas, l'exploitation, la commercialisation, on trouve une chaîne de valeur ajoutée qui permette de pouvoir engager les Congolais, d'affuyer le marché, d'avoir de revenus, des richesses qui permettent de faciliter les allocations rationnelles. Est-ce que certaines réalités politiques ou diplomatiques ne vous échappent pas, Norbert Yamba? Une fois au pouvoir, son langage, nous l'attendons souvent. Ouais. Nous ne savions pas. Il y a des données que nous ne maîtrisions pas. Une fois au pouvoir, nous les maîtrisons, nous comprenons. Voilà pourquoi l'agir change. Est-ce que ce n'est pas, il y a certaines réalités, une fois au pouvoir, des relations avec les multinationales, par exemple, et ça vous met dans une position telle que vous ne saurez pas faire quoi que ce soit, développer la vision, même si vous l'en avez. Oui, mais la vie est faite de contradictions. Même les Occidentaux aujourd'hui, pour devenir ce qu'ils sont, les Occidentaux ont fait l'objet d'esclaves. Les Arabes ont esclavagisé les Occidentaux. Lisez l'histoire au 5e siècle, 5e, 16e, 7e siècle, 8e siècle. Mais nous avons été esclavagisés. Mais nous avons été une puissance, n'est-ce pas? Parce que nous existons il y a 37 000 ans. Les Occidentaux existent il y a 22 000 ans. Donc, la vie est faite de contradictions. Mais il faut savoir avoir les idées, l'issue dans une perspective long-termiste. Aujourd'hui, il est très clair que hier, l'unipolarité en termes de puissance mondiale a changé, a basculé. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche multipolaire, où vous avez le directeur aux États-Unis, il n'est pas seul. En Amérique latine, vous trouvez le Brésil aujourd'hui, qui a 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, avec une très grande capacité de générescence des activités productrices de revenus. Vous êtes en Asie, vous avez la Chine aujourd'hui, qui a 11 à 17 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, avec une grande capacité de générescence de technologies, etc. Vous avez l'Inde aujourd'hui, qui est une puissance, n'est-ce pas, toujours dans cette approche multipolaire en Asie, etc. Et il n'y a pas que ces gens, il y a la Russie, il n'y a pas que ces gens, il y a la Turquie. L'Arabie Saoudite est en train d'émerger, mais vous avez les dragons asiatiques, comme la Malaisie, comme le Singapour, comme le Taïwan, comme, il y a un pays la Corée du Sud, etc. Tous ces pays ont connu la même situation. Tous ces pays se sont organisés. Et ils ont branché sur 3 éléments importants. Le premier élément, c'est le système éducatif. Les Américains peuvent être plus puissants, mais ils ne vont pas vous demander de ne pas changer les... Justement, la question que je voulais poser, parce que vous aviez cité la Chine et les autres pays, mais ils avaient développé cette politique sur le plan de l'éducation, à envoyer leurs enfants aller étudier dans ces pays, revenir avec des connaissances et les appliquer chez eux. Et c'est comme ça qu'il y a eu facilement développement. Est-ce que vous pensez que chez nous, aujourd'hui par exemple, nous avons tout?
Dès lors que nous sommes toujours dans l'incapacité de transformer ce que nous avons sur place ici, ce sera possible tant que la main sera toujours tendue, où les frontières seront toujours ouvertes pour que nous puissions aller les transformer Il faut ailleurs. poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Le système éducatif, quand les Chinois envoient 30% de leurs étudiants aux États-Unis, c'est pour apprendre la vision, la technologie américaine. Mais ils se sont réconciliés, vous savez, en 1949. D'abord, en 1930, il y avait une révolution paysanne en Chine, toujours avec Mao Tse-tung et ses collègues. En 1949, ils ont fait une révolution culturelle, c'est-à-dire une sorte de réconciliation avec leur environnement immédiat. C'est comme ça que vous avez vu, ils ont généré des technologies de fabrication de médicaments avec la médecine chinoise, la pharmacopée chinoise, même toutes les technologies, quand on arrange les routes, etc. C'est chinois, lorsque vous avez les infrastructures, c'est chinois, etc. Au point où, aujourd'hui, pour lutter contre, n'est-ce pas, le sous-logement, la Chine vient de mettre en place une technologie, et d'ailleurs c'est opérationnel. On fabrique, on construit des maisons de 30 étages à 15 jours. Et il y a 5 ans, la Chine vient de sortir de la pauvreté, plus de 400 millions de compatriotes, etc. Donc, il faut poser un certain nombre de jalons. L'éducation, il faut que l'éducation serve, n'est-ce pas, à résoudre les problèmes de la société, pas pour fabriquer des chômeurs de l'X, pas pour fabriquer des abrutis fondationnels, des illettrés qui, en longueur de journée, parlent de leur étiquette. Je suis licencié, je suis docteur. Mais quand vous voyez en réalité ce qu'ils apportent dans la société, rien du tout. Il y a aussi la révolution industrielle, la révolution technologique. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est à cause de la technologie, c'est à cause de l'industrialisation. La Chine de même, la Malaisie, tous ces dragons ou les tigres asiatiques, tous se sont référés véritablement de la révolution numérique, la révolution technologique. Et troisième chose, la bonne gouvernance. Vous pouvez avoir une bonne éducation où les hommes sont capables de transformer, n'est-ce pas, les richesses. Mais vous pouvez avoir aussi, n'est-ce pas, une bonne industrialisation, mais lorsque vous n'avez pas une bonne gouvernance, vous ne pouvez rien faire. Donc, cette bonne gouvernance va permettre de canaliser les différentes ressources obtenues dans le sens de pouvoir résoudre les problèmes de la société. Pour parler de la bonne gouvernance, je suis d'accord avec vous, il faut commencer d'abord par le bas niveau, l'éducation, ainsi de suite, c'est alors qu'on aura la bonne gouvernance. S'il n'y a pas une bonne éducation, c'est difficile qu'on ait une bonne gouvernance. Et maintenant, vous avez quel plan pour que finalement on ait la bonne gouvernance? Dès lors que vous n'avez pas le pouvoir, enfin, on ait une bonne éducation. Dès lors que vous n'avez pas le pouvoir pour imposer cette transformation, j'imagine, Norbert Yamba, que vous avez aujourd'hui le devoir de se battre, d'abord avoir le pouvoir, et c'est après que vous serez à mesure de mettre en pied. Actuellement, cher Pascal, oui, le monde a tellement évolué. Je vous donne par exemple. Parce que notre éducation a été compromise depuis longtemps, vous savez bien. Bien entendu. Oui. Nous avons été. Et cet homme-là est déjà corrompu. Comment le transformer aujourd'hui? Nous, non seulement en termes de corruption, même en termes de l'efficacité, de l'efficience dans la production des richesses. Parce que ce sont des richesses qui peuvent résoudre les problèmes des citoyens. Et donc, lorsqu'on n'est pas capable d'avoir une éducation qui correspondrait véritablement à nos besoins, et donc cette éducation n'a pas d'utilité. Voilà la complexité. Et donc, c'est ça véritablement la complexité. Vous êtes ici, on parle du coltan, on parle de cobalt. Vous ne comprenez rien. Et donc, déphasé. Alors, maintenant, vous n'avez même pas une école primaire ou une école secondaire qui parle de ça. J'ai toujours donné l'exemple quand j'ai fait une étude. Les enfants, même lorsqu'on les apprend du coltan, ils n'ont jamais vu du coltan. Il n'y a pas que les enfants, même vous les journalistes, la majorité, etc. Je suis à Ingende, je trouve que les gens font la chasse, je trouve que les gens font l'agriculture, ils font... les traditionnels, toujours, avec les traditionnels, etc. Mais les écoles qui ont été organisées, c'est la pédagogie, la littéraire, etc. Donc, quand un enfant termine ses études et quitte Ingende, il n'a pas de raison de rester parce qu'il n'est pas en concordance, il n'est pas en adéquation avec les réalités d'Ingende. Tu vois? Donc, on nous apprend des choses pour lesquelles nous n'avons pas véritablement intérêt. Et alors maintenant, au lieu de mettre ne serait-ce qu'une école agricole sur place, aujourd'hui, nous parlons de l'eau, toute la problématique d'eau douce. Le monde a justement 0,7% d'eau douce. Le monde tout entier, parce que 97,4% d'eau est polluée, impropre à la consommation. Mais le Congo-Kinshasa, au regard de la quantité de l'Afrique, a 52 à 53%. Mais est-ce que vous avez une école d'eau forêt? Il y avait en Gambie, on a produit des ingénieurs forestiers en eau et forêt. Aujourd'hui, on a supprimé. Et pourtant, nous avons 145 millions d'hectares de forêt qui auraient pu véritablement servir de leur verre pour nous. Et notre eau servirait de leur blé. Mais il n'y a pas d'école.
Il n'a pas de spécialistes véritablement qui peuvent assumer ces Je suis dans, responsabilités. c'est là où ça me dépasse un peu, Norbert Yamba. Vous avez l'obligation de vous battre aujourd'hui. Les idées sont bonnes, on comprend. Je suis dans la philosophie de Karl Marx. Oui. La superstructure définit l'infrastructure. La superstructure, pour lui, c'est la gestion politique, ainsi de suite. Tant qu'on n'aura pas cette conception, c'est que vous l'avez aujourd'hui, au sommet, par exemple, pour donner l'impulsion au reste, est-ce que vous voyez que c'est possible de transformer? Nous serons en mesure de partir de bas pour influencer les hauts si on n'a pas le pouvoir pour s'imposer sur l'éducation. Quel que soit le chemin le plus long, ça commence toujours par les premiers pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. C'est très important. Je vous ai donné l'exemple du Brésil. Dans les années 70, les années 80, la décennie 70, la décennie 80. Qui a conçu l'idée? Et le Brésil était une huitième puissance c'est économique. l'air dirigeant qui comprenait ce qu'il fallait. Huitième puissance économique. Et la pauvreté, c'était 70%. 69 à 70% de pauvres. Huitième puissance économique du monde, 70% de pauvres. Comment expliquer ça? Ça s'explique parce qu'effectivement, il y a eu succession de plusieurs régimes militaires. Et lorsqu'ils ont pris conscience... Qui a pris conscience? Mais écoutez, il y a des acteurs sociaux. Il y a des acteurs sociaux, il n'y a pas que le pouvoir public. Il y a des acteurs sociaux, notamment les églises. La pédagogie, c'est comme vous entendez la théologie de libération en Amérique latine. Mais ce sont des églises qui ont travaillé dans la perspective de pouvoir modifier les comportements, modifier les états, les attitudes, les états d'esprit véritablement des hommes au pouvoir. Et ça a abouti par un résultat. Le résultat, c'était quoi? C'est de choisir comme président un ouvrier. Un ouvrier, c'est Lula. Et qui véritablement a remis en question pratiquement toute la dynamique antérieure. Si hier, le Brésil, qui était 8e puissance économique, et il y avait 70% de pauvres, aujourd'hui on a inversé. Parce qu'on a mis en place, n'est-ce pas, des structures, n'est-ce pas, une superstructure composée d'hommes et de femmes qui ont une vision long-termiste, qui ont une vision inspiratrice et motivatrice. Voyez. Et donc, cette vision a permis aujourd'hui de réduire la pauvreté à 80%. Je vous propose alors une démarche scientifique. Oui. Transformez-vous en pasteur scientifique, organisez des conférences dans des églises, auprès des gestionnaires, auprès de vos anciens collègues ou vos collègues des partis politiques, je veux dire des anciens partis politiques où vous faisiez partie, et comme ça, vous allez conscientiser les gens. Ensemble, vous aurez compris ce qu'il faut. Il n'y a pas que conscientiser, parce qu'à l'intérieur de la nouvelle vision panafricaine, nous avons un institut panafricain où l'on forme des hommes de l'an 2050-2100. C'est très important. Et donc, nous avons une banque de données de personnes, des hommes et des femmes à travers le monde. Nous avons conçu des passerelles avec des collègues qui sont dans la Ligue mondiale du panafricanisme. Nous sommes même en contact avec les Afro-descendants aux États-Unis et dans les Caraïbes. Et donc, on va avoir des gens comme Philippe Moutoundé qui vont commencer à venir ici. On va avoir des gens comme Jean-Paul Pougala, des gens comme Bomba Sang, des gens comme Ali Sall. Tous ces panafricanistes qui pensent que l'Afrique doit fonctionner autrement, et pour inoculer un esprit, construire, arriver à former un leadership qui soit capable de comprendre les enjeux. Vous savez que chez nous, on a des leaders politiques, mais en fait qui ne sont pas suffisamment engagés parce que beaucoup sont vatriolisés, etc. Donc, il faut travailler, un travail dur, mais il faut poser les jalons, il faut poser un premier pas. On ne va pas véritablement se dire, continuons comme ça, et puis personne ne va réfléchir par rapport à la dynamique. Vous êtes interrogé aussi parce que ceux qui ont conçu des idées comme ça par le passé du panafricanisme, je prends les Nkrumah, les Lumumba, les Kadhafi finalement, ils sont partis, hein, on ne les a pas facilité la tâche, et nombreux ont perdu leur vie parce qu'il fallait les tuer. Est-ce que vous voyez que ce serait encore facile avec vous aujourd'hui dans le contexte actuel? Le monde est en train de se planétariser, de se globaliser, de se mondialiser. On a besoin aujourd'hui que les différents espaces soient en interaction dynamique. Vous ne pouvez pas imaginer, la Chine est la rivale des États-Unis. Les États-Unis est la première puissance économique du monde, première puissance militaire du monde. Mais la Chine en est la deuxième, dans tous les cas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les produits chinois sont vendus en proportion de 460 milliards de dollars par les Américains. Donc les Américains, des États-Unis, sont le premier client, n'est-ce pas, de la Chine. Et quand les Américains ont besoin de l'argent, ils peuvent aussi avoir des liquidités auprès de la Chine. Donc, ce que moi je voudrais dire, que le monde a évolué.
nous ne sommes plus dans des espaces tranchants. Et telle idéologie avec autant de relais, etc. Il faut comptabiliser ces Mais évolutions. c'est justement là où le problème se pose maintenant, Norbert Yabayamba. Parce que la République démocratique du Congo regorge. C'est que les autres ont déjà peut-être exploité, choisi ailleurs. Les minerais, ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, on n'est pas puissant. Ces puissants, de l'autre côté, comprennent que face à l'avenir du monde aujourd'hui, les ressources, c'est en Afrique. Comment vous facilitez pour que vous puissiez être libre, penser comme vous pensez aujourd'hui, transformer vos richesses comme vous le voulez, dès lors que vous êtes faible et toujours dominé par les puissants? Prenons par exemple l'exemple des dragons asiatiques. La Corée du Sud, en 1960, était comme Congo-Kinshasa. Parce qu'elle avait 368 $ par habitant par an. Congo-Kinshasa dans les mêmes proportions. Moutantis pour l'Afrique du Sud. Et la Corée du Sud a réfléchi. Heureusement qu'elle a gardé sa culture. Elle a gardé sa réconciliation avec son environnement. Mais elle a importé les technologies américaines. Aujourd'hui, la Corée du Sud a 32 000 $ par habitant par an. Contre 400 à 500 $ pour le Congo-Kinshasa. Qu'est-ce qui explique que la Corée du Sud puisse aujourd'hui être la 10e puissance économique du monde? Et Kinshasa, Congo-Kinshasa, c'est l'avant-dernier pays en termes d'indicateurs des indices de développement humain. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, la Corée du Sud est tout le temps avec les Américains, censée être véritablement des impérialistes. Qu'est-ce qui explique que la Malaisie, qui a importé dans notre environnement, à Yangambi, le palmier, il faut aller en Malaisie. La Malaisie a construit deux tours jumelles de 450 mètres avant les Américains. Pouvez-vous imaginer ça? Aujourd'hui, quand vous êtes en Kuala Lumpur, c'est plus que vous êtes à France. Qu'est-ce qui explique tout ça? Mais ce sont des pays qui ont été colonisés au même titre que nous. Je m'excuse beaucoup. Je prends Singapour. Jusqu'en 1965, Singapour était sous le label de la Malaisie. Jusqu'à 65. Jusqu'à 65. Aujourd'hui, l'économie singapourienne est 4 fois l'économie sud-africaine. Avec 52 000 $ par habitant par an. La Chine, jusqu'en 1949, ce n'était rien. Mais il fallait avoir un leader transformationnel. Un leader qui voyage 50 ans, 100 ans, 200, qui vient et qui dit voilà ce que devra devenir le monde de demain. Embarquons-nous, prenons une direction avec une volonté volontariste de transformer la République. Vous n'allez pas dire que nous sommes à l'état d'animalité zéro et qu'on n'aura pas ces leaders ici. Mais il faut poser les jalons. Et aujourd'hui, la Chine a travaillé jusqu'à 1976, à la mort de Mao Tse-tung. On a eu un autre président qui a ouvert la Chine vers le monde, etc. Aujourd'hui, nous avons des résultats en ayant pris comme conscience la capacité d'envoyer les enfants chinois pour aller tricher véritablement la technologie à l'externe. C'est comme ça que 30% des étudiants chinois à l'étranger venaient des États-Unis. Et aujourd'hui, les millionnaires et les milliardaires, pour la plupart, aujourd'hui en Chine, relèvent de la diaspora chinoise aux États-Unis. Donc, tout cela, c'est le résultat d'une vision. Ils ne sont pas congolais. Leurs cultures ne sont pas les nôtres, Norbert Yabayamba. Mais il faut Ils ne sont pas liés par nos cultures. Je reviens à cette question. Mais là, c'est pourquoi parce que notre comportement est dépendant de nos cultures. Mais c'est pourquoi je vous dis la nouvelle vision panafricaine est le résultat de rétablissement de l'identité culturelle. La restauration de la conscience historique. On va se dédouaner de nos cultures. Non. On s'est réconcilié avec notre culture. Regardez, j'étais à Kisangani. Je prends le véhicule, j'allais à Walikale. Je suis passé par Lubuntu, à 300 km de Kisangani. J'arrive, je trouve un guérisseur traditionnel. Et ce guérisseur traditionnel avec son couteau, sa machette, où il faisait des interventions chirurgicales. Et les gens guérissaient aussi. Oui, vous venez, il fait l'intervention chirurgicale, vous vous mettez debout, tout est cicatrisé, et le même jour, vous rentrez chez toi. C'est ça. Moi, je quitte Lubuntu, je reviens de Sangani, je fais une conférence à l'université, je contacte les pharmaciens, le médecin. Moi, j'ai dit, allez là-bas prendre la technologie de ce monsieur-là.
On dit non, mais c'est Yamba, c'est un sorcier, c'est un vaurien, non, il n'y a pas d'indicateur, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque vous prenez votre téléphone, ton iPhone, tu communiques avec un ami aux États-Unis. On dit non, c'est la science. Mais lorsqu'on part dans nos villages, il y a des gens qui peuvent prendre, un morceau de bois, ils communiquent avec ces enfants qui sont en Belgique. C'est la sorcellerie. Or, c'est cette sorcellerie qui a fait l'Occident ce qu'il est. C'est cette sorcellerie qui a fait les Asiatiques ce qu'ils sont. Cette capacité d'être en connexion avec les esprits de chaque environnement. Parce que Dieu a doté chaque environnement des esprits. Il faut entrer en connexion avec ces esprits. Je me rappelle chez nous, nous avions un chef qui est décédé ici. Et dans son village, il est resté pendant 6 ans ici à Kinshasa, enterré. Et bien, au village, il n'y avait plus rien à manger. Au village, on ne trouvait plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non. Si on emporte le corps du chef pour être enterré au village, je crois que les choses peuvent être changées. Et c'est ce qui a été fait. Et quand arrive le corps du chef, les gens ont parlé toute la nuit. Et après, il a commencé à pleuvoir. Je tire une conclusion. Donc, moi, je tire d'abord une conclusion avant que vous ne disiez votre donc. Oui. Nos églises aujourd'hui posent problème au pays. Vous savez ce qu'ils disent, les églises? Oui. La culture, c'est la sorcellerie. Il faut quitter, il faut vous dédouaner totalement de la culture. Et voilà pourquoi l'homme aujourd'hui n'est plus à mesure de réfléchir, comme vous le faites là, comprendre qu'il faut partir de la culture et additionner avec les cultures des autres pour qu'on ressorte quelque chose d'essentiel pour le développement du pays. On n'est pas là-bas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous prêche? Il faut être un autre homme qui dépend de tout, qui a une culture biblique. Sa culture est dans la Bible, ce n'est pas dans ce que vous aviez vécu, l'expérience là, Norbert Yambéry. Vous savez, j'avais un ami français, nous étions en train de travailler pour le compte de la Banque mondiale, nous sommes allés faire le monotorie dans le Maïndombe et on a croisé un soi-disant prophète qui arrachait tout ce qu'il y avait dans les maisons des gens. Il vous voit avec une chaînette, une statuette, etc. Il ramasse tout. Il dit c'est diabolique. Et j'étais avec un ami français qui m'a dit mais Norbert, qu'est-ce qui ne va pas? Avec vous. Oui. Comment vous pouvez, vous, en tant qu'élite d'un pays, accepter qu'on arrache tout ce qui peut représenter le patrimoine culturel d'un peuple et brûler ça? À l'époque coloniale, nous vous avons véritablement dépouillé de tout. Et ça se retrouve en terre juvénienne, quand vous arrivez là-bas, il y a des statuettes. Aujourd'hui, il est même prouvé que dans certaines statuettes, on peut fabriquer véritablement des satellites. Voilà. Et donc, les pasteurs, etc. Et aujourd'hui, on se déplace juste en Belgique pour aller apprendre ça. Considère les coutumes comme étant diaboliques. Or, chaque peuple a ses coutumes. Même en Occident, à une certaine époque de l'histoire, il y a eu des magères d'âme. Et toute culture n'est pas diabolique. Et d'ailleurs, nous avons été piégés par 5 points. Premier point, la religion. On nous a fait croire que nous, on vivait sans Dieu. Nous, on ne connaissait pas Dieu. Et que c'est eux qui nous amènent Dieu. Et on nous a court-circuité, on nous a complètement terrassés lorsque Zingakuva a été véritablement christianisé. Ça, c'est la religion. Deuxième chose, l'école. L'école qu'on a mis en place, c'est une école piège, où on fabrique des chômeurs de luxe, on fabrique des perroquins, des répétiteurs, des récitateurs. Même quand vous êtes avec un juriste en train de discuter ou économiste, il vous donne toutes les théories, par exemple, de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, etc. Mais il est incapable d'interroger notre patrimoine, qui a permis véritablement de construire l'ordre social depuis des années, etc., pour en faire véritablement des thèses doctorales. On amène des choses qui ont été longtemps démontrées, etc., par l'Occident, et qui devraient être utilisées dans un contexte bien déterminé. On nous les ramène, nous les copions. C'est un peu comme vous voyez ici, même autour de la Constitution, ça c'est germano-romain, où on imite totalement la France. En France, il y a un mandat de 5 ans, nous c'est 5 ans. En France, il y a un Sénat, nous c'est un Sénat, il y a, etc. Et donc, on ne se pose même pas la question. Il y a d'autres partis politiques qui ont même la belle. L'Assemblée nationale, on a 500 personnes. Le Sénat, on a 108 personnes. Où est l'argent pour payer tous ces gens? Et quand est-ce qu'on aura l'argent pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire des rails, etc. On ne se pose même pas cette question-là. On ne veut pas réfléchir. Aujourd'hui, on dit non, il y a l'opposition, la majorité. On se retrouve dans une situation où on fait les élections.
La majorité semble être 40%, l'opposition 30%. La majorité prend toutes les institutions. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Entre-temps, la même majorité qui met dans les textes réglementaires qu'on peut pouvoir subventionner l'opposition bloque tout ça. Et je voulais terminer en disant que nous avons la religion, l'école, les institutions démocratiques qu'on nous a invités, qu'on nous a amenées. C'est comme ça que la Chine, au lieu de copier l'Occident, la Chine a mis en place une structuration interne endogène qui consistait à restituer la République aux citoyens au travers de structures subalternes à la base. Et cette émergence a permis véritablement qu'il y ait une sorte de respect des libertés, le respect, n'est-ce pas, de biens communs. Aujourd'hui, un président chinois ne peut pas s'amuser avec de l'argent de l'État et tout de suite il est arrêté. Aujourd'hui, un président chinois ou un gouverneur ne peut pas prendre n'importe comment sans que cela soit, qu'il y ait traçabilité. Voilà. Et nous, les chercheurs, les philosophes qui sont dans les universités, etc., chacun attend son salaire, on travaille. Encore qu'il faut qu'il soit subventionné. Parce que je vois dans des pays comme la Belgique, la France, etc., tous ces pays donnent aux professeurs qui sont spécialisés dans tel ou tel secteur de la vie nationale des moyens qui leur permettent d'avoir des inputs qu'il faut confier au gouvernement. La culture, mesdames et messieurs chrétiens des églises de réveil à Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo ne se définit que ceci. C'est la façon de vivre de chaque peuple. C'est tout. Nous avons notre façon de vivre. Ce n'est pas sorcier. Et lorsque vous inculquez cette mentalité de la sorcellerie auprès des enfants, parce que simplement on veut respecter la culture, je crois que vous faussez la donne. Et c'est ce qui fait en d'autres termes que nous soyons dans cet état. Vous avez suivi la réflexion. Je crois que c'est à approfondir prochainement. Tout à fait. Et là, je voudrais terminer par deux petites réflexions de nos deux grands penseurs qui ont restitué le poids ontologique de l'Africain noir, notamment Senghor. Il dit, nous sommes appelés à nous ouvrir à l'extérieur, mais nous devons cultiver notre enracinement. Nous devons avoir de racines, nous devons avoir la fondation. Mobutu a tenté aussi, hein, oui. Et Aimé Césaire dit, ouvrons-nous, mais approfondissons notre particularisme. Et c'est comme ça que les gens comme Mobutu ont travaillé sur le recours à l'authenticité, etc. Aujourd'hui, Bombasson dit que les diplômes que nous avons, ça n'a aucune utilité sociale, si ce n'est que de fabriquer des diplômés qui ont une étiquette. Ce sont des gens qui ne font que la répétition. Vous donnez à un docteur une responsabilité. Cette immensité présumée du savoir ne permet pas la société d'avancer. Nous terminons cette émission par une recommandation, Norbert Yamba. Les élections pointent à l'horizon. Je souhaite, de mon point de vue, que vous puissiez vous engager à travers votre mouvement citoyen, participer aux élections, être élu, et c'est à ce moment-là que des débats comme ça seront engagés dans les institutions de l'État pour révolutionner les choses, imprimer également à la base. Et je crois que, comme vous aviez dit, lorsque nous aurons navigué dans l'OTAN, 20 ans, 30 ans après, qu'on connaisse les effets, qu'on sente le changement, en tout cas la transformation de notre pays. C'est possible ? C'est possible, et c'est comme ça que je m'adresse à tous les amis et connaissances, tous les cadres, ceux qui pensent que le Congo peut fonctionner autrement, tous ceux qui pensent que l'Afrique peut fonctionner autrement. Nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro. Il n'est pas dit que nous devons disparaître. Aujourd'hui, à travers le monde, ce sont les idées qui conduisent le monde. Et aujourd'hui, dans notre pays, faire la politique, il faut seulement avoir l'argent. Pour être soutenu, pour être approché, il faut avoir l'argent, il faut avoir le pouvoir. Celui qui a le pouvoir pour le distribuer a des gens. Celui qui a l'argent a des gens. Mais personne ne s'intéresse pour dire quelle est l'offre politique qui est présentée par chaque personne. Nous croyons aujourd'hui, plus que jamais. En tout cas, nous sommes une génération qui a connu des problèmes. Scandale géologique, mais scandale de souffrance. Nous croyons que tous les collègues, tous les amis qui nous écoutent, à un moment donné, il faut que nous nous retrouvions naturellement, ne serait-ce que pour poser les jalons, en mettant en place une plateforme qui construirait l'Afrique, qui construirait le Congo, pour que nous puissions envisager demain avoir le pouvoir, qui nous permettra véritablement de changer cette situation. Aujourd'hui, le monde a besoin des hommes qui ont la puissance du savoir, qui ont la puissance de la connaissance, qui ont l'économie de la connaissance. Et cette économie de la connaissance doit être
assise sur l'historicité, sur la géographie, sur le patrimoine culturel. Nous avons cette vision-là et nous croyons que les uns et les autres comprendront que nous avons ces charismes-là pour changer la République. Alors, la Bible dit, vous m'aviez vu en souffrance. Qu'est-ce que vous aviez fait de moi? L'intellectuel congolais aujourd'hui, votre pays souffre. Et dans cet état, vous dites intellectuel, qu'est-ce que vous aviez fait de votre pays? C'est une interrogation qui est en même temps une interpellation, simplement parce que vous avez suivi le point de vue de votre invité. La nécessité aujourd'hui, c'est comment transformer cette République qui a pratiquement tout. Il est parti ailleurs pour prendre leurs exemples et il pense qu'il est possible aussi de le faire chez nous. Nous avons tout. Au regard de l'évolution du monde aujourd'hui, nous semblons devenir incontournables. Mais bien que nous soyons incontournables, mais aujourd'hui nous sommes inconscients totalement. Alors, il appelle à la conscience pour qu'on comprenne que tout partira de nous-mêmes. Nous avons nos cultures, nous pouvons tout changer, nous pouvons changer notre éducation, nous pouvons changer notre façon de gérer. Et c'est à ce moment-là qu'on aura un pays qui pourra aussi être compétitif comme les autres, naviguer dans les temps, comme a bien voulu dire votre bien invité de ce soir. Nous avons reçu pour vous Norbert Yamba. Nous vous l'avons dit, c'est l'ancien secrétaire général du FCR. Mais avant ça, il était conseiller économique et financier d'Étienne Tshisekedi. Je dois vous rappeler qu'il a participé aux négociations d'Ibiza entre l'UDPS et le gouvernement pour le compte de l'UDPS, acteur majeur de la société civile, consultant international en développement, et aujourd'hui, il est, est-ce que je peux déjà dire, président du mouvement citoyen, parti politique, si vous voulez, en même temps, parce qu'on est habitué avec des partis politiques. Nouvelle vision africaine. Norbert Yamba, nous vous disons merci. Sinon, je suis très content. Nouvelle vision panafricaine. Nouvelle vision panafricaine. Oui. Je suis très content de cet échange ce soir parce que on n'a pas parlé individu. On a développé le souci d'échanger ce pays. Oui. Et je crois que vous avez les capacités, avec les autres, vous allez créer une synergie qui pourra produire des effets dans les jours à venir. Alors, nous sommes à la fin. Nous vous disons au revoir. Vous aurez la rediffusion, comme toujours, demain à 8h30. Merci.